Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans cet épisode, on va parler Coupe d'Europe avec le Cercle des Nageurs de Marseille, mais aussi tous les autres résultats, que ce soit Champions League ou Eurocup, et ainsi que la journée 12 du championnat élite masculin et élite féminin. Allez, c'est parti! Ouvrons la page Coupe d'Europe puisque Marseille accueillait la piscine Pierre Garçot, Olympiakos Le Pirée, et dans un chaudron. La piscine était telle un chaudron bouillante. Marseille s'impose 12-7. Frédéric. Oui Christophe, on avait rappelé l'importance, ce match capital pour les Phocéens. Les données sont simples, il y a 6 matchs à jouer, il faut essayer de faire le plein à la maison. On avait dit que le Cercle avait les armes pour battre Olympiakos, puisque moi je les avais vus, j'avais parlé de la double confrontation contre Savone qui s'était soldée par une victoire des Italiens en Grèce, et puis ce fameux match au retour où Savone mène de 4 buts et Filioli commet une brutalité, ce qui fait que Olympiakos finit pendant les 4 dernières minutes, un de plus, et met 4-0 à ce moment-là. Savone finit et gagne au pénalty. Donc Marseille, sur ce qu'on avait vu contre Novi Beograd, à Novi Beograd, et contre Split à la maison, il fallait absolument emporter ce match-là pour d'abord pour rester maître chez soi, invaincu chez soi, et puis pour distancer les Grecs. On pensait à juste titre que Novi Beograd allait battre Split, ce qui a été le cas, on le verra après. Et Marseille a fait un match très 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 solide, très sérieux. J'ai pas regardé les stats d'Olympiakos, mais Olympiakos qui finit un match un peu décisif comme ça à -5, ça n'arrive pas souvent. Une performance majuscule pour les joueurs de Milos Stepanovic, qui ont été performants en défense, en attaque, la solidarité. Il laisse Olympiakos qui a 7 buts. Donc quand tu prends 7 buts en 32 minutes, c'est quand même que tu défends fort. Et après, on rentrera dans le détail du match, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce match-là. Et comme tu l'as dit, dans une piscine Pierre Garçot qui est pleine à craquer à chaque fois, mais pas qu'en Coupe d'Europe. En championnat, ils arrivent à fidéliser un bon public. Mais là, c'est ce qu'on a dit, c'est des grandes soirées européennes à la maison. Et Marseille fait pas un pas décisif, mais un pas quand même. Pour moi, on était à 50-50 avant ce match-là. On est à 65-35 maintenant, et match très, 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 très maîtrisé, en tout cas, des Marseillais. Alors oui, j'ai vu un peu sur les réseaux que c'était annoncé comme Marseille se rapprochait du Final Four. Bon, ils ont fait 2 matchs à domicile, il en reste un à venir le 2 avril. Pour moi, c'est pas encore fait quand même, hein. Je pense qu'il y a ce match décisif, contre Novi Beograd, qu'il faudra gagner de plus d'un but, puisque en cas d'égalité, ça pourrait faire une différence positive en faveur de Marseille. Mais quand on voit effectivement le match qu'ils ont produit contre Olympiakos, un match effectivement sérieux. Ça fait longtemps, moi, je les ai pas vus défendre comme ça, puisqu'en plus, ils ont eu un Tesanovic qui a multiplié les arrêts décisifs. Je crois qu'il en fait 6 décisifs. Puis des tirs de l'autre côté, notamment Alexandre Boué ou Thomas Vernou. Après, bon, Hugo Cruzilla et Anguial qui mettent 3 buts chacun aussi dans ce match. Mais en tout cas, des buts très importants de Thomas Vernou et d'Alexandre Boué, dont un peu dans l'aile, là, en fin de possession, qui crucifie les Grecs. Et pour compléter aussi, sans rentrer trop encore dans le détail peut-être, mais tu disais que Marseille maintient Olympiakos à 7 buts, mais ils en marquent surtout 2 en deuxième mi-temps, quoi. Ouais, et puis alors évidemment, tu peux pas déjà être qualifié au bout de 3 journées. Quoique, bon, Novi Beograd, avec leurs 9 points maintenant, ça me paraît difficile de les voir absents de leur victoire Olympiakos. En plus, les renforts, ça me paraît difficile de les voir dehors du top 2. Donc Marseille à 6 points. Comme tu l'as dit, ils ont reçu 2 fois, donc il faudra qu'ils aillent chercher quelque chose à Split. Ça, c'était ce qu'a fait Olympiakos d'ailleurs. Mais honnêtement, il n'y a pas de raison de croire que Marseille peut pas aller s'imposer au Pirée. Je sais que c'est pas facile là-bas, ça sera très compliqué. Mais si tu pars du principe qu'il faut 10 points pour se qualifier, il faudra aller gagner à Split. Et donc tu seras à 9 points. Soit si tu bats Novi Beograd chez toi, pour moi, là, tu seras à 80-20. Il manquait Papanastasiou à Olympiakos, mais
ça explique pas les 5 buts. Moi, j'ai vu une équipe sûre d'elle-même, sûre de sa force, pas complexée, pas qui a pris le match par le bon bout d'entrée de jeu, qui a éteint complètement les espoirs grecs. Un Zalanki complètement muselé. Certaines phases, j'ai même senti des fois pas super concerné par le jeu, notamment quand il joue poste 1. Quand il joue poste 2, il est un peu plus influent. On a vu qu'il met un shoot à la fin, mais Perlenovic a très, très, très bien défendu sur lui. Romain Marion, Boué, enfin tous les gars qui jouent à gauche ont fait un super boulot défensif, ce qui a facilité la tâche de Stepanovic. Et puis les Grecs se sont empalés un peu sur cette défense, se sont un petit peu cassé les dents en zone plus en essayant toujours de trouver les poteaux. Ils ont marqué des buts au poteau, mais ils ont souvent cherché cette solution-là même quand elle ne s'imposait pas. Et puis Marseille, de son côté, j'aime pas trop ressortir les performances individuelles parce que c'est un sport collectif et puis il y a des joueurs qui n'ont pas forcément de stats sur la feuille de match, mais qui ont une influence quand même dans le jeu. Mais tu l'as dit, Alexandre Boué qui prend quand même une nouvelle dimension, ça fait quelques années déjà, mais qui continue de proposer des solutions offensives avec son très beau shoot, qui marque un but qui est refusé au buzzer. Je ne sais pas s'il tire après, mais fin de troisième, super shoot en se retournant, qui est un shoot très stable. Hugo, on ne le présente plus. Hein. Hier, j'ai eu peur à un moment donné quand il rate son penalty parce qu'il n'y a que 8-6. Et puis c'était déjà un petit tournant du match, mais il s'est bien remis la tête à l'endroit. Il avait réussi un penalty juste avant. Il met 2 shoots en zone plus qui sont très précieux. Perlaenovic qui nous met un but à la Perlaenovic. Je tendeur un peu avec la fixation qui tourne là. Et tout d'un coup, pam, ça part, lunettes. Et puis je vais faire un focus comme sur Thomas parce que Thomas, des fois, j'entends un petit peu à droite et à gauche, oui, Thomas, il faut former des joueurs pour Thomas Vernou, mais Thomas Vernou, c'est pas un joueur que tu peux dupliquer. Tu peux faire les formations que tu veux, tu n'auras pas un autre joueur comme Thomas Vernou. Un gars qui peut jouer en pointe, c'est la première fois que je vois une pointe aller à la balle à l'engagement et mettre 1,50 m aux Grecs, qui sont quand même supposés des joueurs nageant vite. Il a une puissance de jambe. Quand il part à l'engagement, tu as l'impression qu'il pousse sur un mur, alors que c'est le coup de ciseau. Et puis, donc performant en pointe. On l'avait découvert à Doha, à la périphérie, avec le retour de Mike Bodegas. Et là, il a mis 3 shoots à la périphérie, Christophe. Tu as des joueurs qui tirent vite, tu as des joueurs qui tirent fort. C'est pas la même chose. Et lui, il tire vite et fort. Le but qu'il met, je crois que c'est à 5-4, où il rentre, il demande la balle à 6-7 mètres. Le Grec, il n'ose pas trop faire faute pour pas l'enfoncer dans l'eau et prendre un coup franc direct, mais il le charge quand même. Et tout d'un coup, il se décale, il met un poteau, poteau rentrant, poteau du bout de la cage. Il met un teston en deuxième période. En troisième période, pareil, ça part à 2000 à l'heure. Plus un shoot après une fixation en rebond. Un joueur quand même, on a vu beaucoup de joueurs quand même dans notre vie, mais lui quand même, il peut vraiment jouer partout. Et je vais finir par une petite anecdote sur lui. Il y a 3-4 ans maintenant, il va à Aix-en-Provence faire un 50 mètres crawl comme ça sur une compétition de natation à la piscine Yves Blanc, donc en bassin de 50. Donc pas un nageur, donc le plongeon, la coulée, la reprise de nage, la touche, tout ça, c'est des domaines de nageurs. Et le gars, il te claque un 22,95 22,95 au 50 mètres crawl en grand bac. Meilleur temps français des 18 ans. Donc tu vois, c'est un joueur qui plonge comme ça. Et puis des nageurs qui nagent depuis 10 ans, il les met derrière lui. 22,95, je ne sais pas si tu vois ce que ça fait en grand bain. Mais un poloiste international, 26, ça va. Quand tu commences à descendre en dessous de 25,5 en grand bac et en dessous de 25, là, tu rencontres un cercle très restreint. Sous 24, je pense que tu as des mecs comme Filioli, et il n'y en a pas beaucoup, mais sous 23 en grand bain, c'est prodigieux. Donc, ils ont vraiment une équipe avec des atouts. Après, je n'oublie pas tous les autres. La caméra s'attardait sur le banc et que tu vois sur le banc, tout d'un coup, tu as un Vélotto qui est champion du monde, tu as un Mike qui est champion du monde, tu as Angal qui est médaillé de bronze au jeu, tu as Romain Marion. Et en fait, ils ont une équipe qui est super dense, riche et vraiment une perf XXL parce que Olympiakos, c'est un sacré cadre en Europe. Oui, oui, bah, tout ce que tu as dit, j'ai vu un peu la même chose. Il y a eu une implication. Alors, c'est vrai que le championnat, c'est une chose. Les premiers matchs de Coupe d'Europe, je pense que c'était pour moi le match le plus abouti de Marseille, qui arrive effectivement peut-être au bon moment, qui j'espère va leur donner beaucoup de confiance pour ce prochain match et effectivement s'imposer de plus d'un but contre Belgrade. Ben voilà, ils ont été présents en attaque, tu l'as dit au début, en défense, très solidaires.
une équipe vraiment impliquée, tu viens de le souligner aussi, hein, de l'ensemble des joueurs. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été dans cette configuration. Bon, il manquait, tu l'avais dit, je crois, parce qu'il avait le nez cassé, Andrea Denardi. Mais il y avait Spajc. Donc, quand tu as quand même, on va dire, sur les rotations en pointe, on sait que c'est important, même si, bon, maintenant, les équipes zonent pas mal ou ça fait pas mal de M. Tu as quand même Bodegas qui peut jouer en pointe, Vernou qui peut jouer en pointe, Spajc qui peut jouer en pointe. Donc, ça libère des espaces. Et là, ils ont réussi à mettre tous les bons ingrédients et pour moi, voilà, je répète, mais je pense que pour moi, c'est le meilleur match de Marseille que j'ai vu depuis le début de l'année et espérons que, ça n'est que le début. Et tu sais, maintenant, avec les nouvelles règles, la pointe, une fois qu'elle arrive à garder la position et qu'elle est servie, même si tu as un excellent défenseur pointe derrière, généralement, il est sanctionné. Le défenseur pointe, c'était une zone plus. Donc, effectivement, toutes les équipes commencent par défendre au pressing et à la première faute, reviennent défendre soit à l'intérieur, soit en M. Et le problème, c'est que quand tu as un trident, Hugo poste 2, Andrea Perlenovic poste 3 et Thomas ou Romain Marion ou Alexandre Boué à gauche, tu as quand même des artilleurs, c'est difficile de contrer ces shoots-là. Ça part bien, c'est très bien fixé, très bien travaillé. Non, vraiment, tu parles d'une victoire de 2 buts contre Novi Beograd, mais moi je te dis, je signerais dès demain pour qu'il y ait un petit 9-8 des familles à la maison. Ça mettrait Marseille à 9 points. 9 points à la maison. Ils joueront Split qui est qu'à 0 points, donc ça va être compliqué quand même pour Split de se qualifier. Donc si tu joues un Split un peu démobilisé, même s'ils voudront faire quelque chose chez eux, si tu bats Novi Beograd, quand même, tu as 9 points, c'est pas suffisant, mais tu pas mal. Tu as parlé du goal average particulier avec Novi Beograd, mais moi je vais parler de celui avec Olympiakos, hein. Ils perdront pas Marseille, ça, je suis sûr qu'ils perdront pas de 6 buts à Olympiakos. Donc ils ont non seulement mis 3 points, puis pris un écart définitif pour moi au goal average particulier. Donc une soirée magnifique, pas de blessés, 3 points, et puis un jeu plaisant. C'est pas facile non plus pour eux parce qu'ils ont des matchs de championnat qui proposent pas ce niveau-là. Donc il faut que tu switches tout de suite et que tu te mettes directement en configuration match de haut niveau. Et ils ont une vraie équipe. J'ai pas parlé de la Roumbé non plus, qui est pas sur la feuille de stats, mais qui est un joueur évidemment intéressant. Tu vois, quand je disais, bon, tu regardes le banc, il y a des joueurs. La Roumbé, c'est le capitaine de l'équipe d'Espagne quand même. C'est pas rien. Donc, ils ont un effectif qui est très complet, complémentaire et complet. Et puis, ça sent quand même, je trouve, je vais pas dire la joie de vivre, mais ça joue serein. Il y a pas de, ouais, serein. Mais c'est une équipe qui a des joueurs quand même de 35, 37, Mike Perlenovic, Hugo, donc des vieux routiers quand même du truc, qui savent ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Moi, j'ai vraiment trouvé une équipe en maîtrise totale et les Grecs ont paru, tu sais, des fois, on croit que c'est une contre-performance, mais en fait, des fois, tu performes pas juste parce que l'autre en face, il t'empêche de performer, hein. Marseille a fait un match vraiment très, très solide de Coupe d'Europe et c'est un gros signal envoyé un peu à l'Europe du water-polo, aux arbitres. C'est important, tout ça. Et puis, Hugo nous avait dit dans son interview il y avait aucune équipe qui venait tranquille à Marseille. Et c'est le cas puisque Marseille reste invaincu à part contre Barceloneta, mais une victoire très très importante et tout est permis contre Novi Beograd, hein. Il y a pas de complexe à faire. Je te propose peut-être de donner l'autre résultat dans la poule de Marseille, donc qui voyait Belgrade qui affrontait Split, le Jadran Split, et victoire de Belgrade 17-8. Donc un match, 9 buts d'écart, pareil, hein. Belgrade qui a fait ce qu'il fallait aussi, voilà, qui, je pense, un peu véritablement l'épouvantail de cette poule et qui, avec toute vraisemblance, quand même, devrait se qualifier, on l'a dit avant aussi. Un candidat quand même sérieux pour moi sur la victoire finale, malgré tout, même si j'espère que Marseille, voilà, gagnera le match, mais solide équipe. Avant de peut-être détailler sur ce match-là, j'ai regardé un peu le championnat régional adriatique et on a quand même sur les 4 premières équipes, donc on y reviendra, enfin je vais même donner les 5 premières, puisqu'on y reviendra aussi avec la Coupe d'Europe. On a Jadran Ercegnovi, les Monténégrins qui sont premiers du championnat, 21 matchs, 18 victoires, 3 défaites. Belgrade deuxième, 15 victoires, 2 défaites. Split qui est troisième, qui a un match d'avance, 15 victoires, et Radniki qui se trouve quatrième, suivi par Mladost. Et on verra l'importance un petit peu peut-être de ces matchs-là, donc pour aussi des équipes qui vont s'affronter en Coupe d'Europe. Christophe, t'imagines la densité de ce petit championnat-là? Ouais.
Ouais, Je pense c'est et puis, que dedans, je pense que tu dois avoir Kotor aussi derrière qui joue en Eurocup. Donc c'est un championnat, Marseille aurait besoin d'un championnat comme ça où tu te challenges tous les week-ends. On sait l'importance de ces matchs-là, de la répétition des matchs à haute intensité et à haut niveau. C'est un peu la problématique, Marseille. Belgrade qui a battu Split, 17-8 certes avec un 5-0 dans la dernière. Donc Split avait résisté comme il pouvait jusque-là et puis, bon, ils prennent 5-0. Je pense que Belgrade est favori peut-être de la poule, mais pour moi, c'est pas un épouvantail. Marseille a perdu que d'un but là-bas, hein, donc certes, ils ont 3 points d'avance sur Marseille, mais ils devront se déplacer à Marseille. Pour moi, c'est vraiment du 50-50 au niveau de la poule. Olympiakos, c'est pas mort encore, attention, mais ils ont perdu chez eux contre Belgrade. Donc pour moi, Marseille a vraiment fait une opération, magnifique, que ça soit, la victoire, le goal average et puis mine de rien, la victoire de Belgrade, il faut que tu aies une équipe comme ça pour te qualifier. Il faut que le premier, si tu dois te qualifier comme deuxième, il faut que le premier arrive à engranger un maximum de points et perde pas des points contre des équipes, contre tout le potentiel rival que tu as. Si Belgrade finit avec des victoires, je ne vais pas dire que des victoires, mais il ne faut pas que les points soient dilués entre plusieurs équipes. Donc le fait que Belgrade ait gagné et donc mettre Split à 0, c'est très important parce que Split, quand tu es à 0 point au bout de 3 journées, je pense que tu as aucune équipe qui s'est qualifiée parce que même si tu finis avec 3 victoires, tu finis avec 9 points, tu seras déjà derrière Belgrade et je pense que tu seras quand même derrière les 2 autres. Donc je ne vois pas Split. Split est out et pour moi, Belgrade sera dans les 2. oui, bah, ils ont déjà 9 points, donc si, Marseille, venait à gagner le prochain match, ils seraient à 9 points aussi. Donc suivant la différence de but, ben, 1er, 2e entre Marseille et Belgrade et ensuite Olympiakos, et puis Split. Mais, Olympiakos, effectivement, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ils seront difficiles à manœuvrer chez eux. Le match retour, bon, bah, Marseille, ira là-bas et bon, effectivement, ça serait je pense pas qu'ils perdent de 6 buts. Enfin, en tout cas, c'est tout que je souhaite aussi. Puis pour rappel quand même, et tu l'as dit, hein, Belgrade s'était imposé à Olympiakos de 3 buts, hein, quand même. Donc, aussi, enfin, Olympiakos qui est pas forcément, très en forme. Je pense que la En tout clé, cas en la Coupe clé, d'Europe. la clé, il faudra aller gagner à Split. Là, tu as 6 points. Si tu vas gagner à Split, tu es à 9. Je pense qu'ils vont quand même, ils vont ramener quand même quelque chose, soit à la maison contre Belgrade, soit à Olympiakos. Je pense que ils sont vraiment pas mal. Et puis sur ce que j'ai vu, parce que tu sais, des fois, tu gagnes un 12-7 un peu heureux parce que tout roule pour toi. Et puis l'autre, il se casse les dents. Mais j'ai pas senti Marseille avoir surjoué et j'ai pas senti Olympiakos avoir raté tout ce qu'ils entreprenaient. C'est vraiment un match, la circulation de balle, la vitesse des passes, la précision des shoots, l'intensité, non, non, et puis l'intensité défensive. Avec un Tesanovic qui, je vais pas dire qu'il était un peu en dedans, mais j'attendais quand même une perf un peu. On le connaît, Tesanovic, mais supérieur à ce qu'il avait montré jusque-là. Je ne trouvais pas que c'était le cas. Et puis bah là, il a fait un vrai bon match. Et écoute, une super soirée européenne, en tout cas à Marseille. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et juste, donc, on a dit le 2 avril, Marseille recevra Belgrade. Donc, pareil, hein, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller dans la piscine. Et le 23 avril, ils se déplaceront à Split. Donc, 2 matchs à venir qui seront véritablement décisifs. Parce que s'ils gagnent effectivement ces 2 matchs, et ben là, je pense que la qualification pour le Final Four sera acquise. Le match contre Olympiakos, qui est le dernier, peut peut-être même, je vais pas dire servir à rien, mais moi, si tu bats Belgrade, tu es qualifié. Après, tu peux perdre à Split et à Olympiakos. Enfin, moi, je les sens très, très bien, surtout à la maison. Ils sont sereins. Donc voilà, encourageons-les et espérons que ça passe. On avait dit que dans l'actualité un peu sombre, actuellement, il nous fallait le seul petit rayon de soleil un peu qu'on allait avoir. C'était Marseille qui pouvait nous l'offrir avec une belle perf. Écoute, ça n'a pas été un rayon de soleil, ça a été un éblouissement. Mais passons du coup à l'autre poule. On avait donc les matchs qui opposaient les Roumains d'Oradea qui recevaient les Hongrois de Ferencváros. Ben là, voilà, Ferencváros qui déroule toujours, qui s'impose 18-7 après avoir mené 10-2 à la mi-temps. Donc voilà, ils sont tranquilles. Et eux, c'est sûr qu'ils filent direct pour le Final Four. Un premier commentaire là-dessus ou je donne les deuxièmes résultats? Il n'y avait pas trop de suspense, hein, voire pas du tout. Le champion en titre qui marche un peu sur tout le monde contre l'équipe surprise du top 8 Oradea. Donc 10 buts, 11 buts d'écart.
Je suis pas surpris par le résultat. Les Roumains ont juste résisté dans la troisième période avec un 4-4. Mais sinon, non, c'est aucune surprise sur ce match-là. Et donc, dans l'autre match, Savone recevait Barceloneta et victoire des Espagnols 14-10, donc un match un peu plus serré. Savone qui avait perdu récemment en Coupe d'Italie contre Recco en finale aussi, et donc là qui à domicile s'incline contre Barceloneta. Pourtant, ils avaient bien tamé le match, hein, victoire sur le premier quart-temps 3-2. Voilà, Barceloneta sur le deuxième et le quatrième quart-temps s'impose 5-2 deux fois, et c'est assez rigolo puisque effectivement le premier quart et le troisième quart sont remportés par Savone aussi sur le même score 3-2. Donc il y avait que 9-8 pour Barceloneta début de quatrième, hein. Donc Savone a fait mieux que résister. Il s'effondre un petit peu sur la fin, mais il y avait 9-8. On avait dit que cette équipe de Savone, j'avais hâte de voir le résultat de ce match-là parce que ça, c'était pour moi le match décisif. Je vois pas comment maintenant Ferencváros et Barceloneta peuvent rater le Final Four, mais le club d'Angelini qui a fait plus que résister. 9-8 début de quatrième, c'est quand même à souligner contre une belle équipe de Barceloneta. Oui, là je pense que la poule, on le disait déjà, on l'avait déjà dit, la poule est déjà jouée maintenant avec ce résultat, enfin avec ces résultats. Donc on devrait retrouver Barceloneta et Ferencváros à Malte, puisque si vous écoutez le podcast avec Aurélien Cousin, vous apprendrez comment Malte, pendant plusieurs saisons, va accueillir le Final Four de la Champions League. Frédéric, je te propose de passer à on va dire la petite Coupe d'Europe, où là, on avait quand même des matchs intéressants. Pour commencer peut-être avec Pro Recco Vajac. Donc, pour rappel, on avait dit déjà aussi Vajac qui était dans la poule de Marseille en Champions League et qui s'incline là à l'extérieur lourdement, je veux dire quand même 14-7, 3-1, 3-2, 5-2, 3-2 pour Recco. Recco, on l'a dit aussi, là c'est le grand favori de cette Coupe d'Europe. Ouais, Vasas qui avait perdu à l'aller 2 buts chez eux, 11-9. On voyait évidemment pas Vasas renverser la vapeur à Punta Santana, à Recco. Bah, écoute, 14-7, 14-7, c'était un peu couru d'avance. Et donc Recco, qui est un peu un nouveau venu dans cette Coupe d'Europe, hein, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de jouer l'Eurocup, et se qualifie tranquillement pour les demi-finales, dans un match sans encombre pour eux. Deuxième match de cette soirée, Radniki accueillait Brescia. Pour rappel, Radniki avait fait match nul à Brescia, 9 partout, et cette fois-ci, il s'impose 14-10. Voilà, ils ont dominé le match 3-1, 3-2, 4-3 et 4-4 dans la dernière, mais le match était déjà bien engagé pour eux. Ouais, on a dit que Brescia, c'était pas le Brescia des années d'avant, puisque l'équipe a été décimée quand même. Si tu regardes l'équipe qui a gagné le titre il y a 2-3 ans, Djokovic, Vlachopoulos, Dissoma, tous ces joueurs-là sont partis. J'ai dû en oublier d'autres. Mais bon, ça reste quand même une équipe dangereuse. Et puis Radniki qui est resté maître chez lui, qui accueillera l'année prochaine un Perlenovic que j'ai trouvé bien saignant. Et c'est toujours la colonie Razovic, Lejaksic, tout ça. Donc Radniki qui élimine le club italien de Brescia, qui atteint les demi-finales aussi, et une équipe solide également. Autre match, Jadran Erseknovi, donc pareil, qui était dans la poule de Marseille et qui affrontait Mladost. Mladost, alors peut-être qu'il a peut-être un peu tremblé quand même dans ce match, puisque au match aller, il s'était imposé 8-12, donc avait gagné de plus 4, et là, ils perdent de moins 3, puisque Jadran s'impose 9-6. Et Christophe, ils avaient gagné de 4 buts à l'aller et ils menaient 4-0. Ils menaient 4-0, donc ils étaient potentiellement à plus 8. Ils gagnent la première période 3-0 et ensuite c'est eux qui marquent le premier but de la deuxième période. Donc quand tu as gagné de 4 buts chez toi et tu mènes de 4 buts à l'extérieur, tu vois pas le danger arriver. Et puis petit à petit, Jadran Erseknovi a refait son retard, est à 9-6 et a une situation fantastiquement favorable sur la dernière possession. Et Marcelic, le gardien du Mladost, fait un arrêt décisif. Sinon, c'était les pénaux et une potentielle élimination. Alors que à un moment donné, sur les deux confrontations réunies, ils ont été à plus 8. Et donc, tu vois, au polo, des fois, on pense que 2 buts, 3 buts, c'est rédhibitoire, mais ça va tellement vite que là, ils ont comblé un déficit de 7 buts. Il fallait un déficit de 8 buts, ils l'ont pas fait, mais
Mais effectivement, ça, c'est un avertissement pour les équipes qui pensent que des fois, c'est plié quand il reste beaucoup de temps, c'est jamais plié. En 24 minutes, il peut arriver beaucoup de choses. Ouais, score cumulé 18-17 en faveur de Mladost. Et on l'a dit, deux équipes qui jouent le championnat régional adriatique. Et Herzl Novi qui est premier de ce championnat et Mladost qui est cinquième de ce championnat. Dernier match de cette soirée, donc Primorac Kotor, on en parlait tout à l'heure, qui recevait Sabadell, donc qui s'impose 14-9, mais qui avait perdu assez lourdement le match aller 17-9, et donc un score cumulé de 26-23, et Sabadell qui passe du coup en demi-finale. Ouais, 14-9 avec 5-0 dans la dernière. Donc, début de quatrième, il y avait 9-9. Comme tu l'as souligné, vu les 8 buts d'avance glanés au match aller, Sabadell ne risquait plus rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce 5-0, si c'est une ouverture de banc majeure avec les remplaçants, même si maintenant il n'y a plus vraiment de remplaçants. Mais un 5-0 dans la dernière. Et je ne sais pas si Kotor nourrira des regrets par rapport au match aller, mais c'est difficile de se relever quand même d'un -8. Donc, Sabadell vogue gentiment vers les demi-finales. C'est une équipe qui est intéressante. Écoute, on verra. Tu as le tirage au sort des demi? Oui, ce qui va nous donner donc le Mladost Radniki, juste ce que je disais juste avant, hein, le quatrième contre le cinquième du championnat, enfin le Mladost qui accueillera le premier match, donc 4 et 5 du championnat régional, et Proreco Sabadell, donc je trouve que c'est dommage peut-être pour Sabadell parce que effectivement, vu ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent, la tombée contre Reco, ça risque de s'arrêter là, et que peut-être, on verra, mais ça aurait pu être une belle finale. On verra l'ampleur du score, mais ça aurait pu être une belle finale. Ouais, un duel des anciens frères de l'ex-Yougoslavie. Donc un polo qu'on connaît un peu. Et puis de l'autre côté, hein, une rencontre méditerranéenne entre des Italiens et des Espagnols. Écoute, on verra. C'est indécis, même si je pense que Reco passera cette double confrontation. De l'autre côté, c'est hyper ouvert. Difficile de se prononcer. Je voulais revenir aussi sur un point que j'ai noté, même s'il y a eu des contestations et tout ça un petit peu sur certains matchs, mais je trouve que l'arbitrage les coups de sifflet sont clairs, les décisions sont claires. C'est agréable à suivre parce que tu pas surpris par les coups de sifflet et tu vois que c'est de l'arbitrage quand même de Coupe d'Europe et c'est très, je vais pas dire réglementé, mais tu vois quand même, tu suis le match et tu sais ce qui va être sifflé. Et je trouve que ça a été clair. Il y a eu des petits soucis à un moment donné par rapport au but d'Alexandre Brouet, comme je disais, fin de troisième, qui n'a pas été validé après le buzzer, mais le délégué est intervenu, tout ça, tu vois que c'est cadré. Et, vraiment, ce polo européen, c'est super spectaculaire pour les gens qui cherchent un sport à aller voir pour la première fois. Venez payer une entrée ou quoi et aller voir, c'est vraiment magnifique. Je reviens quand même sur un événement, sur le match de Marseille où j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Au moment, je crois que c'est Romain Barnier qui a été exclu. Il y a eu une embrouille un peu avec le délégué, ça avait l'air de chauffer un petit peu. Tu as vu quelque chose là-dessus ou Bah, pas du tout? c'est le but de Boué, c'est le but Ah, d'Alexandre Boué. c'est sur le but d'Alex. Tu sais, les délégués à ce niveau-là, ils s'embêtent pas trop avec les gens qui viennent les ennuyer. Ils excluent à tour de bras. Quentin Chipotel, il a pris un rouge comme adjoint. Pour ça, l'adjoint qui prenne un rouge, c'est souvent on dit que l'adjoint, il prend le rouge que l'entraîneur en chef ne peut pas prendre. Donc, il se sacrifie un peu pour mettre une petite pression sur l'arbitre pour que l'arbitre fasse cette espèce de pression, mais que l'entraîneur en chef ne peut pas mettre, même si Miloš a pris un jaune aussi. Donc, il y a eu un petit peu de tension sur le banc marseillais. Et puis Romain Barnier est intervenu, mais a été vite renvoyé à ses études par les délégués. Les délégués rigolent pas trop à ce niveau-là. Merci pour cette précision. Voilà, on clôture cette page Coupe d'Europe. Match à suivre le 1er 2 avril pour la Champions League et le 3 avril pour les matchs de Coupe d'Europe. Alors, match Montpellier qui recevait Taverny. Donc Montpellier, c'était son dernier match à domicile de la saison. Il reste encore 2 matchs à jouer. Montpellier qui s'impose 21-16, donc un match très prolifique, hein, 37 buts dans ce match,
avec un 5-5 dès la première période, 4-1 en faveur de Montpellier deuxième, 7-4 troisième période et enfin 5-6 en dernière période. Oui, alors je vais revenir sur un point quand même qui est très important. Dans le dernier épisode, on avait parlé des sanctions que la commission de discipline avait infligées donc à l'issue du match ex-Montpellier. Besson Draé côté Aixois, Moustour, Vasine de côté Montpellierin. Montpellier a décidé de ne pas faire appel pour Vasine parce qu'effectivement, visiblement, il y a un coup volontaire qui a été mis. Donc voilà. Par contre, ils ont fait appel pour Moustour puisque ils sont venus avec apparemment à la commission de discipline avec une vidéo qui montrait que Moustour n'était pas forcément fautif. La commission de discipline en première instance, donc il y a Marc Simon, il y a Jean-Claude Demey, il y a Carlos Fernandez notamment, avait mis 4 matchs à Moustour et la commission d'appel, c'est plus les mêmes qui jugent, hein, c'est d'autres personnes et ont innocenté Moustour et donc la suspension de Moustour a été annulée. Donc en fait, il aura raté que le match à Reims. On a quand même, il faut le préciser, même si c'est un sport co, il y a quand même un Montpellier avec et sans Moustour, puisque d'abord c'est le capitaine, et puis on l'a dit, hein, c'est un joueur qui fait une saison quand même, pas que sur la feuille de stats, mais aussi sur la feuille de stats, qui a des stats très intéressantes. Et puis donc il a joué hier et Montpellier peut le remercier il met 6 buts hier dans ce match-là. Comme tu l'as dit, prolifique en but, suivi par Charlie Benrahma qui a été à la fête, hein, puisqu'il met le gaucher, puisqu'il met 6 buts également. C'est assez rare quand même, assez rare chez lui et Montpellier gagne un match importantissime, hein, quand même pour eux parce que le 17-8 à Reims faisait un petit peu tâche. Il fallait battre Taverny, c'était comme tu l'as souligné le dernier match à la maison. S'ils perdaient là, ils voyaient potentiellement 7 partir et puis Reims revenir. Donc ils ont fait le job à Antigone où c'est toujours difficile de s'imposer et voilà donc Montpellier qui prend 3 points précieux, qui se déplacera à Nice et puis, je ne sais plus ce que c'est leur dernier match, mais qui pour l'instant reprend en tout cas 3 points sur 7. 7 qui reçoit Marseille, donc Montpellier réintègre le top 4 grâce à cette victoire. Côté tabernassien, quand même, on a les cadres qui ont répondu quand même présents de l'autre côté, hein, puisqu'on a quand même Laurentos, 4 buts, Guérin, 3 buts, Dura, 4 buts aussi, donc qui ont été assez prolifiques. Pas suffisamment pour gagner ce match. Donc Dura qui fait le job et qui est très important, voilà, avec Laurentos, ont été très importants dans les derniers bons résultats de Taverny. Donc je pense ils s'étaient déplacés à Montpellier pour faire un résultat. Et puis peut-être, entre guillemets, un peu malheureusement pour eux, le retour de Mustur, surtout sur ce match-là, pèse assez lourd, hein, quand même, hein, parce que si... Après, ça ne veut pas dire que ça se répartissait pas ailleurs, mais quand même, voilà, s'il n'est pas là, c'est 6 buts de moins. Ça fait un match beaucoup plus serré. Montpellier, qui est capable de souffler le chaud comme le froid. Et là, ils ont soufflé le chaud. Et du coup, sur ce dernier match à domicile, ils ont fait le job. À voir voilà, comment ils finiront la saison. Est-ce qu'ils seront dans le top 4 ou pas? Alors, j'ai 2 choses. On ne sait toujours pas, on avait parlé à un moment donné des playoffs donc type, 1er, 2e qualifié pour les demi. 3 jouent contre 6, 4 jouent contre 5 et rejoignent ensuite les 2 vainqueurs rejoignent les demi. Mais apparemment, il se tramerait quand même un play-off à 4 donc et pas le 5e, 6e. Visiblement, j'ai interrogé plusieurs clubs. Ils savent, les clubs sont pas au courant non plus de la formule, définitive du championnat. De toi à moi, faire un play-off jusqu'au 6e dans un championnat à 8, ça fait quand même récompenser un petit peu tout le monde. Je trouve qu'un play-off à 4, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux dans un championnat à 8. Si dans un championnat à 12, que tu fasses un play-off à 6, il y a pas de souci. Mais un championnat à 8, c'est compliqué de faire une place. Donc, tu as une place européenne jusqu'au 6e et le 8e, potentiellement, il descendrait. Ça fait un petit peu bizarre. Et puis, des fois, tu fais des j'aime pas. Là, je vais en faire un petit, mais juste un j'aime pas. J'ai pas aimé l'attitude du tout des consignes, je pense, qui ont été données par l'entraîneur Samuel Nardon sur le dernier temps mort montpelliérain. Donc, Montpellier prend un temps mort à 4 secondes de la fin. Ils ont le droit, hein, tu as le droit de prendre un temps mort à 1 seconde de la fin si tu veux. Et Samuel Nardon décide de garder ses joueurs le long de la ligne d'eau et de ne pas faire jouer son équipe. Alors, ils étaient à l'intérieur du bassin, mais pas en position de défendre. D'ailleurs, il y avait 20-16 et Montpellier a marqué le but dans la cage vide, le 21e but. Je vois pas très bien l'intérêt de ce genre d'attitude. Il faut rester digne dans la défaite et j'ai trouvé ça, petit et inapproprié. Et souvent on parle justement de la professionnalisation
de ce sport, etc., il faut que les acteurs soient professionnels. Professionnel, c'est pas que toucher un chèque à la fin du mois, hein, c'est aussi une attitude. Et là, je trouve que je veux pas trop charger la barque, mais je trouve que ça se fait pas et j'ai trouvé ça un peu puéril et inutile. Voilà, je voulais le dire. Oui, bah, tu fais bien. Moi, je voudrais juste quand même revenir sur ce que tu as dit sur la fin du championnat. Je trouve qu'à 2 jours de la fin du championnat régulier, pas savoir comment se déroulent les phases finales, Alors excuse-moi, mais ça manque un petit peu de professionnalisme, comme on dit, ou en tout cas de perspective. Enfin, c'est un peu cocasse quand même. alors peut-être que nous, on n'est pas au courant. Si c'était que nous, ça irait, mais Et je les clubs te disent qu'ils sont pas au oui, courant non plus. oui, j'ai demandé à 3, 4 clubs concernés qui savent pas encore, oui, oui, cocasse, tu gentil. Je sais pas, pour moi, le règlement, il doit être défini en début de saison et puis on se borne, j'allais dire, au règlement. Mais tu peux pas, au fil de l'eau comme ça, éventuellement changer de règlement et faire ce genre de choses. Donc, écoute, on verra, on aura peut-être des infos, complémentaires, supplémentaires, bientôt. Mais, pour l'instant, c'est un peu le flou. Deuxième match prévu sur cette journée 12, 7 qui recevait Marseille après son exploit en Coupe d'Europe qu'on a évoqué en début d'épisode. Donc à la piscine Laurent Vidal, les Étoiles avec Zach Joubert dans le but recevaient le Cercle des nageurs de Marseille. Sansepanovic, suite à son carton rouge, ne participait pas à ce match et donc coaché par Marc Amardei qui connaissait bien cette position de coach principal puisqu'il avait coaché Marseille, notamment lors de leur victoire finale en Europa Cup. À noter dans ce match les absences de Veloto, Bodegas, Perlainovic et de Nardi. La présence des jeunes joueurs marseillais Matteo Lena, Léandre, Hondo, Metogo, Victor Tavel et Audouin de Rivières. 2 périodes pour chaque gardien au niveau du Cercle des nageurs de Marseille, donc 2 périodes pour Tesanovic et 2 périodes pour Arshak Hovhannissian. Voilà, un match qui, malgré l'ampleur du score, ne s'est pas forcément déroulé, tout n'a pas été déroulé par Marseille, puisqu'il y avait eu 8-4 à la mi-temps en faveur du Cercle. Et j'ai trouvé que dans ce match, beaucoup de suffisance un petit peu de Marseille en attaque. Une mauvaise finition, sûrement à cause de l'énergie qu'ils avaient peut-être laissée mardi soir dans leur bassin. Et côté Sétois, Garcia notamment, qui a bien rempli son statut, puisque c'est lui qui finit meilleur buteur du côté Sétois. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Ouais, Christophe, je vais déjà commencer par dire qu'il faisait très froid visiblement à 7, hein, puisque tout le monde était bien emmitouflé avec cette configuration particulière du bassin sétois, avec ce toit amovible mais qui ne bouge pas beaucoup. Donc, les arbitres, les coachs, tout le monde était bien emmitouflé. On a parlé du cercle en début d'émission en disant qu'effectivement, c'est toujours difficile un petit peu d'enchaîner après un pic d'adrénaline comme ça et un pic de performance réalisé contre Olympiakos, d'enchaîner sur un match de championnat, qui plus est à l'extérieur. Donc effectivement, Miloš Stepanovic absent, l'équipe qui tourne. On avait donc Marc Amardei et Quentin Chipotel, les 2 adjoints habituels de Miloš, sur le banc. Et puis, Marseille qui, sans être forcément exceptionnel, il y a quand même le plus du double de buts d'écart, 17-8 à l'arrivée, c'est quand même une petite claque. Ça a permis au coach de faire tourner, de laisser reposer, je ne vais pas dire les vieux soldats, mais Andrea Perlenovic et Michael Bodegas prennent le large, mine de rien. Donc, c'est bien d'éviter comme ça, de pouvoir garder du jus pour les matchs à venir qui sont beaucoup plus importants que ce match à 7. Donc, on avait dit que Marseille expédiait les affaires courantes. Je ne dis pas que ça peut paraître peut-être un petit peu, pas prétentieux, mais c'est le cas. Donc, écoute, gagne ce match 17-8 avec un écart assez balancé, équilibré dans toutes les périodes. Et puis, ça permet de donner du temps de jeu à des jeunes qui n'en ont pas souvent. Je te propose du coup qu'on passe au troisième match. Un match en jeu, Nice-Reims, donc à la piscine Jean-Bouin. Reims qui est à la recherche de son meilleur classement suite notamment à sa victoire le week-end dernier contre Montpellier. Les joueurs rémois qui s'étaient déplacés uniquement à 12 joueurs. Et là, dans ce match qui était important pour les deux équipes, puisque Nice essaye de ne pas finir dernier, même si ça va être compliqué, un peu surprise, Nice qui s'impose 15-12,
qui ne s'est pas effondré dans ce match, qui a même passé, mais je te laisserai compléter puisque je crois que tu as été voir la rencontre, un 7-0 à cheval entre la première et la deuxième période. Un Balac de gala, puisqu'il marque quasiment 67% des buts avec 10 buts. Sur 15, ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est lui qui a porté son équipe. Peut-être au meilleur moment pour pas finir dernier, mais ça, on verra. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre? On avait parlé avant ça que Nice avait 3 matchs de suite à la maison à jouer contre 7, Reims et Montpellier. Et qu'il leur fallait, c'était un petit peu leur dernière chance pour pouvoir éviter la cuillère de bois dans ce championnat. Ils ont pris 1 point contre 7 au pénalty en revenant un peu du diable vauvert, j'allais dire, en égalisant un petit peu à la fin. Mais ils ont pris ce point qui leur a fait certainement du bien, surtout à la tête. Ils recevaient Reims, donc voilà, ils recevaient Reims. Derrière, il y a Montpellier. Montpellier, bon, on a vu que Montpellier était un petit peu décimé, mais il y a le retour de Moustour, donc sera moins décimé avant d'aller là-bas. Mais bref, donc Nice avait un match très important à jouer à la maison. Ça a été un match un peu bizarre au niveau du scoring, puisque ils ouvrent la marque. Ensuite, ils prennent un 4-0. Donc Reims mène 4-1 assez rapidement et facilement, j'allais dire, avec des combinaisons un peu toujours la même, mais qui a marché, du Néerlandais Willemsen au poste 5, qui rentre un petit peu dans le dos et qui finit à la volée tranquille. Et puis, on ne savait pas trop comment Nice allait réagir parce que un 4-0, ça fait mal quand même. Et puis, ils ne se sont pas du tout démobilisés puisqu'ils ont à leur tour, donc c'est ce qu'on appelle au basket un match de série. Ils ont à leur tour infligé un 7-0 à Reims. Donc, on est passé de 4-1 à 8-4 pour Nice. Et puis, cet avantage, ils ont su le tenir jusqu'au bout. Reims a raté des choses à des moments un peu importants, notamment un penalty. Et puis, 2-3 situations un petit peu pas forcément bien négociées. Et puis, Nice a réussi à faire le dos rond. J'ai bien aimé à la distribution Pablo Donardi qui a fait un bon job, qui apparaît pas beaucoup au scoring, mais qui a fait beaucoup de passes décisives, notamment au poteau, un de plus. Et puis dans la distribution du jeu a été intéressant. Et puis le reste, c'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien. Ils sont toujours derniers, mais maintenant ils avaient 3 points, ils en ont 7 avec les 2 matchs qu'ils viennent de jouer à la maison. Et écoute, ça va leur faire du bien. Montpellier est à leur portée, si tout rigole pour eux. Mais il faudra peut-être un petit peu améliorer certains secteurs. Mais j'ai trouvé un match encourageant avec un Cosmer solide comme d'habitude. Et puis toute la petite escouade de jeunes joueurs là qui s'est bien débrouillée. Nice était privé de Théo Barzotelli, et leur deuxième pointe qui s'est blessé aux adducteurs. Donc écoute, un résultat qui va 15-12, qui va un petit peu donner du baume au cœur aux Niçois. Je crois qu'ils avaient perdu de 2 buts à l'aller à Reims, donc ils récupèrent le goal average, même si ça me paraît difficile pour eux d'aller chercher Reims. Mais en tout cas, un bon petit match et voilà, donc Nice qui se remet un peu dans le sens de la marche. Pas sûr que Balac puisse reproduire le même type d'exploit contre Montpellier, parce que voilà. Mais Et en plus, alors c'est très rare de mettre 10 buts, mais il n'a pas mis 10 buts en shootant 27 fois, hein. Je crois qu'il n'a pas raté grand-chose. Alors il y a 3 pénaltys, mais sur les 7 buts qu'il met dans le jeu, très honnêtement, je crois qu'il fait un 7 sur 10, un truc comme ça. Donc un très fort pourcentage. Il a beaucoup marqué, mais sans croquer, en fait. ouais, 2 buts en zone plus et 5 buts, on va dire, à égalité, et 3 buts en pénalty. J'ai trouvé Julien Hoffner un petit peu absent sur ce match-là. Il a été en difficulté. Alors Balache, c'est vrai qu'il y a une espèce d'ascendant psychologique qui avait été pris, puisque à chaque fois qu'il shootait, ça passait un petit peu. Reims aura besoin d'un gardien de Julien à son meilleur niveau pour pouvoir reprendre aussi sa marche en avant. Parce que là, il a été certes pas aidé forcément par sa défense, mais il a été en difficulté sur ce match-là. Donc on lui souhaite de récupérer un petit peu et puis de repartir sur les performances qu'il avait faites récemment. Oui, on verra ce que donnera le prochain match, puisque Reims recevra 7 pour son dernier match à domicile. Donc un match très important pour les deux équipes. Et peut-être, par rapport à ce qu'on disait avec le capitaine Missy, peut-être que les joueurs rémois, malgré toute leur bonne volonté, avaient peut-être un petit peu la tête ailleurs, malgré leur l'embellie qu'ils ont pu voir contre Montpellier et la solidarité qu'ils avaient eue sur ce match-là. Mais voilà, même si on sait qu'il leur reste un petit espoir, la fin de saison s'annonce compliquée quand même pour Reims, compte tenu que l'année prochaine, peut-être Reims ne fera pas partie de ce championnat.
Dernier match de cette journée, c'était un petit peu le choc attendu entre le deuxième et le troisième. Donc, Aix, deuxième, se déplaçait à Strasbourg. Victoire de Strasbourg 17-11. Aix toujours privé de Alexis Drahe et Mathieu Pesson et qui ne s'était déplacé qu'à 12 joueurs également. Match particulier pour les Aixois, notamment pour Mathias Bachelier qui revenait sur la terre strasbourgeoise qu'il avait quittée en début de saison. Grosse affluence à la Kibitzeno puisque guichet fermé pour ce match, choc. Rappelons qu'à l'aller, Aix s'était imposé dans les derniers instants à une petite polémique sur le dernier but refusé aux joueurs strasbourgeois pour un 2 mètres. Et Aix qui s'était imposé d'un but dans les derniers instants. À noter dans ce match que Aix a pas mal joué à 2 pointes. Chose qu'on ne voit pas tout le temps. Misic, qui n'était pas dans le set. On a senti beaucoup de crispation dans le début du match, beaucoup de tension des deux côtés. Et Strasbourg qui ne convertit pas ses zones plus. Beaucoup de rythme dans ce match. Presque chaque attaque, il y avait une rotation des joueurs sur le côté. Donc je pense que Olivier Chandieu voulait vraiment imposer un gros rythme dans ce match. Et chose qui a bien fonctionné puisqu'ils réussissent à s'imposer. On le dit à chaque retour, Fontani, toujours présent dans son but, contrairement à Kandic qui a un peu laissé la porte ouverte et qui a permis, notamment de loin, à Popadic de mettre quelques buts. C'est la deuxième défaite d'affilée pour Aix et la troisième depuis le début de ce championnat. Popadic a raté 2 pénaltys quand même, dont un qu'il a récupéré et qu'il a marqué derrière. Et pour finir le match, Olivier Chandieu a fait tourner son équipe, puisque même le jeune Corentin Duté a fait son entrée à 2 minutes 24 de la fin du match pour finir la partie en remplacement d'Hugo Fontani. Tu avais bien résumé le match aller, un match aller qui s'était terminé un peu au couteau, avec comme tu l'as dit, une polémique. Et donc, je pense que les Strasbourgeois avaient à cœur de montrer qu'ils allaient rester maîtres chez eux et qu'ils allaient gagner. Le match est un petit peu, effectivement, le score est un petit peu... il faut bien mettre en perspective qu'il manque quand même Drahe et Pesson à Aix, donc c'est quand même 2 joueurs majeurs. Ça ne veut pas dire qu'avec eux, ils auraient gagné, mais c'est quand même 2 éléments très importants dans la rotation et dans la qualité de jeu pour Aix-en-Provence. Écoute, il y avait très très peu de chances, il y en a toujours très peu, que Strasbourg arrive à passer Aix sur la fin de saison, mais écoute, en tout cas, en gagnant ce match-là, ils se donnent la possibilité de le faire. Ils sont revenus à 1 point, puisque tu as bien dit que Aix reste sur 2 défaites. Popadic qui rate 2 pénaltys, mais qui met quand même 5 buts. Mathis Mas qui prend de la place maintenant, qui s'impose un petit peu et qui score 4 fois sur ce match-là. Après, le reste, c'est un petit peu, j'allais dire, quelque chose d'habituel, entre guillemets. Et puis en face, Aix a joué un petit peu avec ses armes. Le score Aix a tenu jusqu'à grosso modo 6-4, 7-4, 7-5. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu envolé du côté strasbourgeois pour finir quand même à un +6, qui est une petite claque quand même, hein, mais bon, voilà, Aix avait mis, j'allais dire, des points de côté suffisamment, ou Strasbourg en avait perdu suffisamment, peu importe, pour finir un petit peu au chaud. Il reste 2 journées. On va voir le calendrier quand même de la prochaine journée, mais Aix reste solidement accroché à sa deuxième place, mais Strasbourg talonne grandement quand même. Je te propose de faire un point au classement et du coup, on a Marseille toujours en tête invaincu, 12 matchs, 8 victoires, suivi du Pays d'Aix, 12 matchs, 9 victoires, 3 défaites, 26 points. Strasbourg, troisième, on vient de le dire, donc qui est à 1 point avec 25 points, mais égalité aussi en nombre de victoires, 9 et en défaite 3. Montpellier, on l'a dit un peu plus tôt, qui reprend la 4e place et donc potentiellement qui disputera le Final Four peut-être contre Marseille en fonction des derniers matchs, avec 17 points. 5e avec 15 points. 6e Reims, 10 points. 7e Taverny, 8 points. Et 8e Nice, 7 points. Et donc qui se donne une chance de passer devant Taverny éventuellement. Peut-être, donc du coup, tu peux nous donner les prochains rendez-vous. Mais oui, parce qu'il va y avoir des matchs importants. D'abord, il y a un Strasbourg-Marseille
Je pense que Strasbourg aura à cœur devant, comme tu l'as dit, une Kibitzenau qui est assez bien comble pour tous les matchs, de laver l'affront, ou en tout cas de réduire grandement le score, parce qu'ils avaient pris, on se rappelle, un 19-3 à l'aller, qui est resté un petit peu dans les mémoires. Donc je pense qu'ils voudront prouver quand même qu'ils valent mieux que ça. Aix recevra Taverny. Attention, attention quand même, parce que on rappelle que Besson sera toujours pas là. Drahi, il avait pris 3 matchs. Je suis pas sûr qu'il soit de retour. Taverny capable un peu du meilleur comme du pire. Il faudra faire les choses correctement pour Aix, pour passer. Je pense qu'ils passeront quand même, mais ils s'étaient imposés très, très difficilement à Taverny. Là, on a 2 matchs très importants, donc on l'a dit, Reims qui reçoit 7 et dans le même temps, Nice qui reçoit Montpellier. Donc si on regarde un petit peu le classement, si Reims venait à l'emporter, il serait à 13 points et 7 à 15. Et si Nice venait aussi à battre Montpellier ou à prendre ne serait-ce qu'au pénalty ou quoi, il pourrait sauter Taverny et ne plus être à la dernière place. Et on va voir juste aussi la dernière journée, si tu veux bien, parce qu'elle est importante aussi. Donc la 14e journée qui clôturera le tout. Écoute, on verra un Marseille-Montpellier. Donc je pense que Montpellier ferait bien de prendre des points quand même sur la prochaine journée, parce que bon, ils perdront certainement à Marseille. On a un 7-Aix qui peut être un match piège pour les Aixois. On verra un petit peu dans quelle mesure 7 peut inquiéter les Aixois. On a un Taverny-Reims qui vaudra cher, et un Strasbourg-Nice. Donc, je vois mal Nice aller prendre quelque chose à Strasbourg. Donc, c'est pas encore complètement fini pour Strasbourg, qui peut sauter éventuellement Aix sur la fin. Et puis, le bas de classement nous permettra de voir quand même pas mal de choses. Un Taverny-Reims à la dernière journée permettra certainement de voir si Reims peut aller plus haut. Ou Reims peut finir avec 6 points et aller titiller 7, comme finir avec 0 points et se faire dépasser définitivement par Taverny. Donc des matchs quand même assez intéressants au niveau du suspense. Oui, sur la deuxième partie de ce championnat. Après, peut-être une interrogation sur le quatrième, hein, qui arrivera à être quatrième, puisque le 1, 2, 3, même si le 2, 3, on ne sait pas encore peut-être l'ordre, mais vraisemblablement, les 3 premiers ne changeront pas. Non. Et donc, du coup, on aura un Marseille contre le quatrième. On aura dans tous les cas un Strasbourg-Aix, à voir dans quel ordre, en fonction de la position de ces 2 équipes. Alors, il faudra voir aussi si la 6e place est qualificative ou non pour les playoffs. Parce que si elle est qualificative pour les playoffs, donc les 2 premiers du championnat, normalement, sont qualifiés automatiquement pour les demi-finales. Donc c'est important, cette 2e place entre Aix et Strasbourg. Et puis ensuite, ce sera 3 contre 6 et 4 contre 5. Bon, je ne vois pas Strasbourg trébucher sur un match aller-retour contre le 6e, et le match 4e, 5e sera. Mais on ne sait pas, on verra la suite de la formule du championnat de cette année. Très bien, voilà pour cette 12e journée élite. Donc en parallèle, nous avions la 12e journée féminine. 4 matchs au programme de cette journée. Choisy-le-Roi Bordeaux, les Bordelaises qui se déplaçaient en région parisienne. Et Choisy, qui n'a pas encore gagné un match, a quand même joué son va-tout sur cette fin de championnat, puisqu'ils ont mis en difficulté les Bordelaises en perdant uniquement de 3 buts, et donc 12-15. Il y avait 18 en faveur de Choisy à la mi-temps, mais les 2 dernières périodes ont été fatales aux joueuses de la région parisienne. Et malheureusement, pour Choisy, elles perdent, et heureusement pour Bordeaux, elles s'imposent à l'extérieur. Ouais, Christophe, comme tu l'as dit, un Choisy qui a failli décrocher ses premiers points contre une équipe quand même qui est bien mieux classée qu'elle, qui vire en tête 10-8, un peu la surprise générale, qui même est encore largement en course au début de quatrième, puisqu'il n'y a que 13-12 pour Bordeaux. Et puis Bordeaux a réussi à se sortir de ce piège. Il manque 2 joueuses à Bordeaux qui sont des joueuses importantes. Pacifae Marino opéré, et Lou Jean-Michel qui était blessé. Donc ceci explique un petit peu cela, mais belle perf quand même à la maison de Choisy, malgré la défaite. Deuxième match, alors là, peut-être pas trop de commentaires à faire, hein. L'INSEP qui recevait Lille. Lille s'impose, sans surprise, 24-8. Juste, je veux dire que deuxième quart, 8-0. Donc presque un score comme s'il y avait eu un forfait. Ouais,
On l'a dit, hein, Lille, on a parlé du goal average de Lille la dernière fois. Et l'INSEP avait marqué 4 buts dans la première période, donc c'était pas si mal que ça. Il y avait 6-4, et puis après, effectivement, réveil des Lilloises, 8-0, 4-2, 6-2. Donc 18-4 sur les 3 dernières périodes. Lille qui est sur son rythme de croisière habituel dans ce championnat. Autre match donc, le NIAC, Grand Nancy Aquatic Club, qui recevait l'Olympique Nice Natation. Un match, alors je vais pas dire plaisant, mais un match très accroché où les équipes se sont rendues coup pour coup. 12 joueuses uniquement du côté de Nancy. Petite surprise de l'entraîneur Laure Gautreau qui avait fait le choix de positionner Lou Cunil en capitaine et dans la cage, qui a fait plutôt un bon match, comme la gardienne niçoise, puisque en tout début de match, elles ont bien brillé compte tenu des tirs et des actions proposées par les deux équipes. Nancy, du coup, qui se repositionne grâce à cette victoire, donc 13-9, pour ne pas affronter Lille en demi-finale. Donc ça, c'est, je pense, une grosse satisfaction pour les Nancéennes. Beaucoup d'approximations dans ce match, dans les choix de passes, les tirs, beaucoup de tirs à côté, sur les poteaux. Le score a mis un moment avant de démarrer. Les Nancéennes, donc, qui étaient crispées par l'enjeu de ce match parce qu'elles voulaient effectivement se repositionner après un début de saison difficile, surtout qu'elles ont été menées 3-1 avant en 2 fois en fin de période, à reprendre un but, donc à la mi-temps, 6-5 et en fin de troisième, 8-7 sur un lob à quelques secondes de la fin. Les équipes qui sont vraiment restées accrochées pendant très, très, très longtemps avant que Nancy arrive à creuser l'écart et à se détacher avec un +3, avec une contre-attaque un petit peu confuse. Écoute, il y avait 4 points d'écart entre les deux équipes en faveur de Nancy avant cette journée. Il y en a 7 maintenant. Il reste plus que 2 matchs. Alors Nice a un match en moins, certes, mais il reste 2 matchs à Nancy, donc 7 points d'avance. Normalement, je vois pas comment Nancy peut éviter la 3e place, voire même peut ambitionner d'aller au-dessus, puisque Bordeaux est à 1 point, à 26 points et Nancy à 25. Quand on avait reçu Laure Gautreau, elle nous avait dit que quand on l'a reçu, ils étaient 5e, je me rappelle, et il leur restait pas mal de matchs à jouer. Et c'est un match très important pour elle, parce que Nice, c'est un adversaire direct dans la course. Puis 13-9, c'est quand même un score assez maîtrisé malgré tout. Donc, belle performance de Nancy à la maison qui gravit des marches au fur et à mesure, un 5e, 4e, 3e, et qui vient titiller Bordeaux. On verra, comme pour les garçons, on verra la suite du calendrier après, mais victoire importante et maîtrisée quand même des Nancéennes. Et dernier match de cette journée, un match en fin de classement, mais qui avait toute son importance, surtout pour Toulon. Donc Toulon qui s'impose à domicile contre Saint-Jean d'Angély 13-6, après avoir bien démarré son match avec un 5-0, ce qui les a mis sur de bons rails. Et Toulon qui avait à cœur de gagner ce match pour garantir la 6e place au championnat, puisqu'elles ne pourront pas être rejointes lors des 2 dernières journées. Même si mathématiquement, en termes de points, c'est faisable, mais à la différence de but, elles garderont cette 6e place, chose qu'elles souhaitaient vraiment faire. Et pour une première année en élite, elles auraient quand même réussi à mettre Saint-Jean d'Angély et Choisy-le-Roi, qui montaient également, derrière elles. Bon, Saint-Jean, certes, il lui reste 3 matchs à jouer, donc comme tu l'as dit, mathématiquement, ils ont 6 points de retard, c'est faisable, mais dans les 3 matchs, elles vont recevoir Nancy et je ne pense pas qu'elles arrivent à vaincre Nancy. Donc Toulon qui enregistre sa 4e victoire, donc c'est quand même pas mal, comme tu dis, pour un club promu, et donc qui se retrouve un petit peu dans le ventre mou, qui a plus rien à craindre derrière et qui a plus rien non plus à espérer devant. C'est trop loin derrière et trop loin devant. Donc félicitations à Raphaël Pirat pour cette première saison à la tête des filles de Toulon. Et puis voilà, une espèce de mix entre, il y a des anciennes niçoises, Chloé Vidal, Chloé Bonny, Sarah Amcher. Il y a Clémentine Valverde qui est revenue dans l'équipe et donc qui porte cette équipe quand même, parce que Clémentine a joué un ancienne internationale A, donc a joué à un certain niveau. Écoute, la mayonnaise prend et Toulon se débrouille pas mal, en tout cas pour cette première saison. Le calendrier donc des filles, l'INSEP recevra Choisy. Peut-être une occasion pour Choisy de décrocher quelque chose. Saint-Jean recevra Nancy, donc en difficile. Nice se déplacera à Bordeaux, donc un match difficile aussi pour les Niçoises. Lille avait déjà reçu Toulon en match, ce match avancé pour cette journée-là, avait gagné 27-3.
Et puis, si on regarde la dernière journée du championnat, la 14e et dernière journée du championnat, on aura un Nice-INSEP, un Bordeaux-Saint-Jean, le derby, un Nice-Toulon et un Choisy-Lille. Mais Lille a déjà gagné 38-3, visiblement, à Choisy. Donc, je vois pas trop. La dernière journée ne fera pas changer le classement. Je ne pense pas voir des surprises. L'avant-dernière peut un petit peu, mais écoute, à suivre. Mais les positions devraient rester normalement pas loin d'être figées. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, c'était Coupe d'Europe et journée de championnat, journée 12, garçons-filles. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.